Bonjour tout le monde. Alors la dernière fois, on s'était arrêté au milieu de l'exercice 16, dans lequel on avait un générateur alternatif 50 Hz de 230 volts qui alimentait deux circuits en parallèle, un qui est un circuit de type RL et l'autre de type RC. On avait calculé tout un tas de choses, et notamment on avait calculé le courant I1 et I2, et on l'avait obtenu en calculant les courants complexes. Voilà. Et dans la partie qu'on allait aborder, qui était la question D, eh bien, on se proposait de calculer le courant I prélevé sur le générateur. Alors j'avais proposé deux méthodes, et parmi ces deux méthodes, il y en avait une qui consistait à faire une loi des nœuds avec les courants complexes. Alors les courants complexes, donc il faut ajouter I1 complexe et I2 complexe. I1 complexe et I2 complexe, on avait établi la dernière fois que c'était ces valeurs-là. C'est-à-dire, je vais essayer de les retrouver. Pour I1 complexe, moi j'avais 3,3 ampères déphasé de moins 64 degrés. Plus, on va les écrire là. 3,3 ampères déphasé de moins 64 degrés. Plus, et le I2 c'était 6,55 ampères déphasé de 65 degrés. Voilà. Donc on se retrouve à devoir ajouter deux nombres complexes. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Et ces deux nombres complexes, eh bien, pour les ajouter, sont sous une forme qui n'est pas du tout sympathique, c'est la forme trigonométrique. Celle-là, elle va bien pour faire les multiplications et les divisions de nombres complexes, mais pour faire les additions, ça ne va pas du tout. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, eh bien, on va convertir ces formes trigonométriques de nombres complexes en forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme A plus JB. Alors pour ça, on utilise des formules de passage, et notamment ce premier nombre complexe, si je le convertis, sa partie réelle, ça va être les 3,3 ampères que multiplie cosinus de son argument, c'est-à-dire cosinus de moins 64 degrés. Sa partie imaginaire, ça va être la même chose, mais multiplié non pas par le cosinus, mais par le sinus. Et puis, donc ça c'est mon premier nombre complexe, et puis je vais convertir le deuxième. Voilà. Et le deuxième nombre complexe, eh bien lui va s'écrire 6,55 que multiplie cosinus de son argument, c'est-à-dire 65 degrés, plus J que multiplie 6,55 sinus de son argument. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour faire l'addition? Eh bien, il suffit d'ajouter les parties réelles entre elles. C'est-à-dire qu'ensuite, je vais ajouter ces deux choses-là, ça fera la partie réelle résultat. Et puis j'ajouterai ces deux choses-là, et ça fera la partie imaginaire du nombre complexe final. Voilà, donc j'ai fait ça à la machine, parce que je ne vais pas le faire trop autrement. Et j'ai obtenu 4,21 pour cette partie-là. Et la deuxième, ça fait plus J que multiplie. Donc en additionnant tout ça, j'obtiens 2,97. Voilà. Et donc, une fois qu'on est ici, bien, pour reconvertir ce nombre complexe en sinusoïde, eh bien, il faut le mettre cette fois sous forme trigonométrique, c'est-à-dire faire la transformation inverse, c'est-à-dire revenir à la notation trigonométrique. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la partie, le module, ça sera avec la formule de Pythagore, 4,21 au carré, plus 2,97 au carré. Et puis là, l'argument, ça sera arctangente de B sur A, c'est-à-dire arctangente de 2,97 divisé par 4,21. Voilà, et je n'ai pas rajouté 180 degrés ou un demi-tour, puisque ma partie réelle est positive. Voilà, donc ensuite on fait le calcul, et quand on fait le calcul, j'obtiens 5,15 ampères, et le déphasage, ou l'arctangente, j'obtiens 35,2 degrés. Voilà. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Je peux retransformer ça en sinusoïde. Ça veut dire que le I de T, il sera égal à 5,15 ampères efficaces, que multiplier racine de 2 pour avoir la valeur faite. La fréquence de ce cosinus, ce sera de 5 ampères, et il sera déphasé de 35 degrés, donc je mets plus 35,2 degrés.
le 2 on pourra laisser tomber, que multiplie 2pi sur 360 pour convertir ce déphasage en radian. Voilà le I de t. Alors si on fait un petit bilan dans le circuit, là, eh bien si j'ai trouvé que ce courant faisait donc 5,15 ampères efficaces, celui-ci c'est 3,3 ampères efficaces, et celui-là, eh bien il fait 6,55. Voilà. Est-ce que ça traduit tous ces calculs? Alors j'attire votre attention, une fois de plus, parce que je crois que j'ai déjà fait, que eh bien, le courant ici, en valeur efficace, n'est pas la somme de ce courant-là qui fait 3 et quelques, et de celui-là qui fait 6 et quelques. La somme des deux fait à peu près 10 ampères, hein, I1 plus I2 en valeur efficace. Voilà. Eh bien, la valeur efficace ici n'est pas la somme des deux. Donc en fait, ça vient d'une chose très importante, hein, c'est que la loi des deux ne s'applique pas sur les valeurs efficaces des courants. Vous pouvez la faire sur les courants complexes, vous pouvez la faire sur les courants sinusoïdaux, mais pas sur les valeurs efficaces de courant. Ça ne marche pas. Donc ça, il faut se méfier de ça à tout prix. Voilà. Et bien, on a terminé cet exercice sous sa première forme. Mais donc, on va refaire cette dernière question, la question D, par une méthode complètement différente qui s'appelle la méthode de Bouchereau. Et cette méthode de Bouchereau fait appel à des calculs sur les puissances en régime sinusoïdal. Elle est assez différente, et pour pouvoir l'appliquer, eh bien, je vais faire des rappels de cours sur les puissances en régime sinusoïdal. Donc je vais tout effacer, le mieux, on va prendre la suite ici. Allez. Donc là, on va écrire donc, puissance en régime sinusoïdal. On va voir ce qu'il y a d'important à dire là-dessus. Sinusoïdal. Donc ça, c'est une partie courte qui s'insère au milieu de l'exercice pour pouvoir appliquer la deuxième méthode. Alors, en régime sinusoïdal, eh bien, quand on a, on va dire un dipôle, comme ça, quelconque, hein, fléché, on va dire, en convention récepteur, mais ça marche en convention générateur. Donc, il a une tension U de T. Voilà, j'ai mis un peu la flèche ici. Et ici, il y a un courant I de T. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier en régime sinusoïdal? Pardon. Il y a U de T, I de T, et puis il y aura surtout la puissance que reçoit ce dipôle, hein, qui est P de T. Égale U de T fois I de T. Voilà comment s'écrit la puissance, c'est connu déjà. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier en régime sinusoïdal? Je vais effacer celui-là parce qu'on réécrira plus tard. Donc, eh bien, si en régime sinusoïdal, le I et le U sont des sinusoïdes de même fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, le U de T, il va s'écrire U racine de 2 cosinus. Alors, je pourrais écrire 2πft, mais je vais écrire en notation réduite avec oméga, plus phi U, le déphasage de la tension. Et I de T s'écrira valeur efficace du courant fois racine de 2 cosinus oméga T plus phi I. Donc la puissance, ça sera le P de T, ça sera eh bien, le produit, la multiplication de ces deux sinusoïdes. On écrit là P de T égale U de T fois I de T. Et ce qui est important, c'est que eh bien, cette puissance ne va pas être constante, elle va dépendre du temps. Voilà. Autrement dit, le débit de l'énergie, puisque la puissance est le débit d'énergie, le débit ne sera pas constant. Il va varier au cours du temps. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est savoir en moyenne ce que vaut ce débit. Pour savoir, en moyenne, bon, l'énergie, elle fait elle débite plus ou moins fort par moment, mais en moyenne, elle va avoir un débit moyen. Voilà, on va appeler le débit moyen de l'énergie, ou la puissance moyenne, surtout, et on va calculer sa valeur. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on calcule ce qu'on appelle la puissance active, que je vais noter P. En fait, ça sera, en régime sinusoïdal, ça sera la valeur moyenne de la puissance. Et la valeur moyenne de la puissance, je calcule avec la formule de la valeur moyenne, c'est-à-dire intégrale, somme de 0 à t, de P de t, fois dt. Voilà, égale 1 sur t, somme de 0 à t, et P de t, eh bien, c'est U fois I. Voilà. Allez, je l'écris, U de t fois I de t, fois dt, égale. Alors j'ai mis de 0 à t, mais en fait on somme sur une période, hein, c'est ça qui est important. Et donc le U, eh bien, il vaut U racine de 2 cosinus oméga
phi i fois dt. Voilà. Et là, je me retrouve avec le douloureux problème de mathématiques d'intégrer le produit ou la multiplication de deux sinusoïdes. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on a quand même u et i qui sont des constantes, je vais les sortir devant. U fois i, les valeurs efficaces de tension et de courant. Voilà, on va les mettre carrément devant. UI que multiplie 1 sur t. Les racines de 2 fois les racines de 2, ça fait, ça fait 2. Et je laisse dans l'intégrale parce que ça va m'arranger pour le calcul. Fois cosinus oméga t plus phi. Voilà. Et là, en fait, donc, il faut intégrer ce produit de cosinus. Et en fait, la technique, hein, en mathématiques, pour trouver la primitive de ces deux cosinus, ce produit de cosinus, eh bien, il faut transformer ce produit de cosinus en une somme. Alors, ce qu'on va faire, ce truc-là, on va l'appeler A, et ce truc-là, on va l'appeler B. Donc, on a quelque chose qui est de la forme cos A fois cos B. Voilà. Et là, on va faire une petite parenthèse mathématique pour essayer de transformer cette multiplication de cos A par cos B en une somme de cosinus. Alors, comment ça marche? Je vais l'écrire ici. Donc, ça, c'est la parenthèse mathématique. Or, alors, cos A, cos B égale quoi? Voilà. Alors, pour trouver ça, en fait, on parle des formules de base de la trigo. Il y en a une qui dit que cos A plus B, c'est cos A cosinus B moins sinus A sinus B. Et du coup, si on fait cos A moins B, eh bien, ça donne cos A fois cos de moins B, mais cos de moins B, c'est la même chose que cos B, puisque le cosinus est une fonction paire. Et on fait ensuite moins sinus A, sinus de moins B, voilà, on va écrire comme ça. Hein. Mais sinus de moins B, c'est moins sinus B, donc je mets un moins devant, qui s'annule avec celui-là, et là, ça fait plus. Voilà. Et une fois qu'on a ces deux formules écrites, eh bien, on va sommer terme à terme les deux côtés de l'égalité. Et ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cos A plus B plus cos A moins B égale. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que les sinus là, sont de signes opposés, donc ça va s'annuler. Et le produit des cosinus, il va y être deux fois. Donc ça fait le cos A, cos B. Et ça y est, on a gagné parce que ici, j'ai le produit de deux cosinus égale une somme de deux cosinus. Voilà, et vous voyez pourquoi j'ai gardé le 2 dans mon intégrale, parce que le 2 qui est ici, bah, finalement, je l'ai ici. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais remplacer toute mon intégrale par tout ce qui est dans l'intégrale par cos A plus B. Donc je poursuis mon calcul, ça fait U fois I, 1 sur T, somme de cos, alors cosinus A plus B, je mets. Donc A plus B, ben, ça fait oméga T plus oméga T, ça fait 2 oméga T, plus phi U plus phi I. Voilà. Plus A moins B, cos A moins B. Cos. Et là, A moins B, ben, j'ai oméga T moins oméga T, ça fait 0. Et phi U moins phi I. Plus phi U moins phi I. Voilà, donc là on avance un peu dans le calcul. Est-ce que je vais avoir encore un peu de place? Je ne vais pas trop effacer, on va poursuivre le calcul ici. Égal. U fois I. Et alors l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc j'en fais plutôt je vais faire la moyenne de cette sinusoïde plus la moyenne de celle-là. Donc ça va s'écrire comment ça? Ben, ça va nous faire une grande parenthèse. 1 sur T, somme de 0 à T de cos oméga T plus phi U plus phi I fois dt. Plus, et je ne vais pas avoir la place, somme de 0 à T cosinus de phi U moins phi I fois dt. Voilà, et là j'ai pas la place, hein. C'est pénible. Allez, tant pis, je vais faire un peu de place au tableau. De toute façon, vous avez tout sur votre tour. Voilà, fois dt. Et là, je referme la grosse parenthèse.
Alors, on va regarder tous ces termes en présence maintenant. Et on va obtenir le résultat. Ok. Alors, ce truc-là, bah, c'est quoi ce truc-là? Oh, je me suis trompé là, c'est 2 oméga t. Voilà, et bien ça, c'est la valeur moyenne d'une sinusoïde qui oscille à une fréquence qui est 2 fois la fréquence de départ, qui oscille 2 fois plus vite. De toute façon, la valeur moyenne d'une sinusoïde, une sinusoïde, c'est autant au-dessus de l'axe qu'en dessous de l'axe. Tantôt c'est positif, négatif, et tantôt c'est négatif. Mais en valeur moyenne, une sinusoïde, voilà, c'est comme ça. Si je fais l'air sous la courbe sous une période en comptant positivement l'air qui est au-dessus de l'axe et négativement l'air qui est en dessous de l'axe, comme ça, eh bien la somme des deux, ça fait 0. En fait, cette intégrale, elle fait 0. Donc ça vaut 0. 0 car valeur moyenne d'une sinusoïde. Et puis ça, en fait, on pourrait le calculer, mais on voit que cosinus phi moins phi, il n'y a plus de t là-dedans. Donc ce terme-là, c'est une constante. C'est quelque chose qui vaut tout le temps la même valeur. Et bien, quand on a un signal qui est constant, qui vaut tout le temps la même valeur, il n'y a même pas besoin de faire de calcul, sa valeur moyenne, c'est sa valeur. Une tension qui vaut tout le temps 4 volts, c'est-à-dire sa valeur moyenne, c'est 4. Voilà. Donc là, ça vaut tout le temps cos phi moins phi, et bien la valeur moyenne, donc ça c'est égal à 0, et ça c'est égal à cos phi u moins phi. Voilà, car la moyenne d'une constante. On a pu faire le calcul. Et donc au bout du bout, qu'est-ce qu'il nous reste? J'efface le calcul. Et j'obtiens P moyen égale U fois I qui multiplie cosinus phi U moins phi I. Voilà. Et bien c'est ça la formule de la puissance qu'on utilisera à tour de bras en régime sinusoïdal. Et le déphasage donc de la tension par rapport au courant, qui est phi U moins phi I. Mais en général, on note ça. L'habitude c'est de noter ça phi tout court, sous-entendu déphasage de la tension par rapport au courant. Voilà. Donc la formule qu'on va retenir, que je vais écrire ici, c'est qu'en régime sinusoïdal, en moyenne, la puissance, c'est P égale UI cos phi. Voilà. Celle-ci, on peut l'encadrer en rouge. Et donc la puissance dépend du déphasage qui est entre la sinusoïde de courant et la sinusoïde de tension. Comme c'est un débit d'énergie, même si c'est en valeur moyenne, ça s'exprime en watts, ou en joules par seconde aussi, si on revient aux unités d'énergie. Alors ça, c'est la formule fondamentale. Ensuite, quand on travaille en régime sinusoïdal, on va inventer une autre puissance, qu'on va appeler la puissance réactive, qu'on va noter Q, qui a une existence purement mathématique, et qui se calcule de manière un peu symétrique de la puissance active en faisant non pas UI cos phi, mais UI sinus phi. Voilà. Celle-ci ne correspond pas à un débit d'énergie, mais elle a son importance, c'est un intermédiaire de calcul qui va nous servir dans les exercices. Son unité, ça sera le volt-ampère réactif. Voilà. Volt-ampère parce qu'on multiplie les volts par des ampères. Voilà. Et puis on va embrasser une troisième S qu'on appellera la puissance apparente. Et celle-là, on l'obtiendra simplement en faisant U fois I. Voilà, ça va être les trois puissances qu'on va manipuler dans les exercices. Alors S, pareil, ça ne correspond pas à un débit d'énergie. L'unité, c'est le VA. Des volts ampères, c'est une unité d'écrire des watts, parce que ça ne correspond pas à un débit d'énergie. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, il faut comprendre que, comment dire, on va avoir tout un tas de formules possibles entre ces puissances-là, et notamment, eh bien, il faut remarquer que pour passer de S à P, en fait, on multiplie par cos phi, et pour passer de S à Q, on multiplie par sinus phi. Et bien ça va nous donner ce petit schéma qu'on peut avoir à l'esprit tout le temps. C'est que, en fait, ces trois puissances peuvent représenter la longueur des côtés d'un triangle rectangle, dans lequel il y a un angle ici qui vaut phi,
Et si l'hypoténuse, on dit que c'est S, qui vaut U fois I, eh bien la longueur du côté adjacent, ça sera S fois cos phi, c'est-à-dire P, et le côté opposé, ça sera S fois sinus phi, c'est-à-dire Q. Voilà, donc ça c'est le triangle rectangle des puissances. Et de ce triangle rectangle, on va en déduire quelques formules. La première, c'est la formule de Pythagore qui dit que S carré égale P carré plus Q carré, plutôt on utilisera souvent sous cette formule-là. S égale racine de P carré plus Q carré. Une autre qu'on utilisera assez souvent, c'est que le cosinus de phi, eh bien le cosinus de phi c'est côté opposé sur l'hypoténuse, donc ce sera P sur S. Et une dernière qu'on utilisera assez souvent, c'est que Q sur P c'est la tangente de l'angle. Q sur P égale tangente phi. On utilisera plutôt sous sa forme Q égale P fois tangente phi. Donc ça fait tout un tas de formules là, qui arrivent, qui déboulent. Voilà. Donc ça c'est les formules de puissance en régime sinusoïdal. Et ensuite il y a des propriétés sur ces puissances qu'on appelle le théorème de Bouchereau. Et le théorème de Bouchereau, au départ, c'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie totale consommée par une installation, c'est la somme des énergies consommées par chacun des éléments de l'installation. Chacun des éléments, chacun des composants. Par exemple, chez vous, la puissance totale consommée par votre maison d'électricité, eh bien, c'est la somme de ce que consomme le four, chaque lampe, la télé, etc., tous les objets qui consomment. Alors ça se traduit par cette formule-là, qu'on va appeler la formule de Bouchereau. On va appeler ça, c'est Bouchereau, ça. Ça va plus long quand même. C'est le théorème de Bouchereau. Mais c'est la conservation d'énergie. Donc la puissance totale consommée par une installation, eh bien, c'est la somme des puissances consommées par chacun des éléments de l'installation. Ce théorème est valable aussi pour les puissances réactives, bien que ces puissances ne correspondent pas à un débit d'énergie. Et puis, je vais quand même écrire cette formule. Voilà, on pourrait tenter de l'écrire pour les puissances apparentes. Mais là, je l'écris pour mieux la barrer, parce qu'attention, le théorème de Bouchereau ne marche pas sur les puissances apparentes. Donc, il ne faudra absolument pas utiliser Bouchereau sur avec les puissances S, comme ça. Voilà, on a planté le décor, on a décrit pas mal de choses, mais ce n'est pas fini pour la partie cours. Il va falloir décliner tout ça pour savoir qu'est-ce que ça donne en écriture si on écrit pour un composant simple, les composants élémentaires que sont la résistance, l'inductance et le condensateur. Alors, on va faire ça maintenant. Donc j'enlève le calcul ici. Alors, cas des résistances. Alors dans les résistances, je vais calculer P et Q en fait. Donc en fait, il faut que je sache, il faut connaître la valeur de phi pour une résistance. Alors comment on fait ça? Il y a deux façons de le faire, soit par le calcul, soit un peu plus directement. Allez, je vais commencer par le calcul. Phi. Dans le cas d'une résistance, ça va être donc phi U moins phi I. Ça sera donc argument de U complexe au bord d'une résistance, moins argument de I complexe. Ça sera donc égal à argument de U complexe sur I complexe. Voilà. Et ça sera donc au final phi égale argument de ZR complexe. Voilà. Et ZR complexe, dans le cas d'une résistance, on sait que c'est R, qui est un nombre réel positif, et que son argument vaut 0. Voilà. Là, ça fait une petite ligne de calcul. Voilà. La deuxième méthode, c'est se souvenir que dans une résistance, on a la relation U égale RI. Deuxième méthode, deuxième façon, U de T égale RI de T, c'est une équation caractéristique. Et ça veut dire que la tension est proportionnelle au courant. Donc si le courant monte, la tension monte, si le courant décroît, la tension décroît. Et donc en fait, quand l'un monte, l'autre monte, quand l'un descend, l'autre descend.
Et quand le courant arrive au maximum, la tension arrive à son maximum en même temps. Donc si c'est sinusoïdal, eh bien les maximums de courant et de tension sont en même temps. Et donc les deux sinusoïdes ne sont pas déphasés. Voilà. Donc ça traduit ce calcul. Donc de ça, on peut en déduire directement que phi égale 0. Alors ça va donner quoi pour les résistances? Si je fais P égale UI cos de 0, cos de 0, donc je mets 0, ça va faire 0. Et cosinus de 0, ça vaut 1. Donc en fait, ça va donner P égale UI pour une résistance. Et Q égale UI sinus phi, mais comme phi vaut 0, sinus vaut 0, eh bien, ça va donner phi vaut 0. Et donc, eh bien, ça vaudra 0 tout le temps. Voilà. L, on ne calcule pas, ça ne sert pas fondamentalement. Dans une résistance, on écrira P égale UI. Et Q égale UI. Sinus. Q égale 0, directement. Voilà. Et donc ensuite, il va falloir quand même travailler un petit peu ça, parce que dans une résistance, le U, comment dire, voilà, on aura aussi la chose suivante, c'est que U sur I, est-ce que je l'écris comme ça? On aura le U égale I, par exemple, qui sera valable aussi pour les tensions complexes, comme ça. Voilà. Et si je prends le module de cette expression de chaque côté, eh bien ça me fait module de U complexe égale module de R fois I complexe, un petit or en fait, hein. Voilà, égale module de R fois module de I complexe. Voilà. Et donc, eh bien, module de U complexe, c'est U, égale module de R, c'est R, et module de I complexe, c'est I. Voilà, donc cette relation U égale RI, d'ailleurs, qu'on avait sur les grandeurs instantanées de courant et de tension, c'est valable sur les tensions complexes et c'est valable sur les valeurs efficaces. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire de manière un peu différente? Donc, P est égal à U fois I. D'accord, mais on peut dire aussi que c'est égal, si je remplace U par RI, ça fait RI carré. Voilà, et cette formule, je peux la retourner, hein. Et ça fait I égale U sur R. Donc le I égale U sur R, je le remplace là-dedans, ça me fait I au carré sur R. Alors ces formules ne sont pas nouvelles, hein. C'est celles qu'on avait en courant continu avec les résistances. Eh bien, c'est valable en régime sinusoïdal, à condition d'utiliser les valeurs efficaces de courant et de tension. Et ça, on le savait déjà, puisque je vous avais dit que la raison d'être des valeurs efficaces de courant et de tension, eh bien, c'était justement de pouvoir calculer les puissances dans les résistances. Donc en fait, ce résultat n'est pas surprenant. En fait, ça c'est valable en régime sinusoïdal, ça, ces deux choses-là. Et ça serait valable finalement, quelle que soit la forme des signaux qui traversent la résistance. Alors maintenant, on va faire cas des inductances. Avec les L pour inductance. Alors, dans une inductance, eh bien, on va écrire que on fait le même calcul ici. Hein. Là, j'ai mis Z, je vais mettre E en fait. Voilà. Eh bien, on va écrire quoi? Que phi, dans ce cas-là, eh bien, on fait le même calcul et ça sera argument de ZL complexe. C'est-à-dire argument de LP égale argument de JL oméga. Ça, c'est un imaginaire pur, positif, donc cet argument vaut plus pi sur 2. Donc quand on va calculer la puissance, on va faire UI fois cosinus de pi sur 2. Et cosinus de pi sur 2, ça vaut 0, donc la puissance moyenne reçue par l'inductance, ça vaut toujours 0. Pas de puissance reçue. Par contre, si on fait la puissance réactive, Q égale UI sinus pi sur 2. Et sinus pi sur 2, ça vaut 1. Donc ça fait U fois I. Alors pareil, le U fois I, on peut pouvoir le transformer un petit peu parce que, en fait, dans une inductance, hein, eh bien, on a U complexe égale ZL fois U complexe. Voilà, si on prend les modules de chaque côté, ça fait U complexe
égale, allez, je vais un petit peu plus vite là, qui ça fait module de ZL complexe fois module de I complexe. On entraîne la valeur efficace de la tension égale module de L oméga, voilà, fois module de complexe et I complexe, c'est I efficace, pardon. Et là, c'est le module d'un imaginaire pur, voilà, donc qui est sur des imaginaires, celui-là, un pi sur 2, et donc ça vaut L oméga. Voilà, formule qu'on peut aussi retourner et écrire que I est égal à U sur L oméga. Vous voyez, ça fait des formules du genre U égale RI ou I égale U sur R, mais en remplaçant R par L oméga. L oméga, c'est le module de l'impédance de l'inductance, en fait. Donc si on remplace ça dans les formules de Q, et bien ça donne Q égale U fois U. Mais si je remplace U par L oméga, ça fait L oméga I carré. Voilà. Ou si je fais l'inverse, je remplace I par U sur L oméga, là ça fait I au carré sur L oméga. Voilà, trois formules possibles pour le calcul de Q dans l'inductance. Voilà, je reviens à 5 minutes là-dessus. Le pi sur 2, alors on aurait pu le retrouver aussi sans calcul, simplement en se souvenant que quand on dérive une sinusoïde, eh bien ça a des phases de pi sur 2. Voilà, parce que dans une inductance, la tension, grosso modo, c'est la dérivée du courant fois multiplié par L. Donc la tension, comme c'est la dérivée de la sinusoïde en courant, eh bien elle est déphasée de pi sur 2 par rapport au courant. Bon, vous pouvez le retrouver directement, rien qu'en se souvenant de ces choses très importantes, que quand on dérive une sinusoïde, ça la déphase de pi sur 2, et ce qu'on avait dit aussi, ça la multiplie par oméga. Mais ça, bon, on n'a pas besoin de le faire. Allez, on va faire le cas maintenant du condensateur. Allez, je vais faire des condensateurs. Ça va se compliquer un petit peu. Cas ici, donc phi, ça va être argument de ZC. ZC, c'est 1 sur CP. Voilà, je ne sais pas comment je l'écris, on va essayer de gagner un peu de temps quand même. On pourrait faire argument de 1 moins argument de 1 sur CP, ou on peut le faire aussi argument de 1 sur JC oméga égale argument. Là, vous vous souvenez, quand j'ai un J au dénominateur, je peux le passer au numérateur en mettant un signe moins. Ça, je l'ai montré la dernière fois. C'est une façon de faire. Et donc, c'est l'argument d'un imaginaire pur, mais qui est négatif. Donc, cette fois, dans le plan complexe, il est sur l'axe et en bas. Et donc, son argument, ça sera moins pi sur 2. Voilà. Voilà, on aurait pu retrouver ça aussi assez directement, puisque dans un condensateur, cette fois, c'est le courant qui est la dérivée de la tension, multiplié par un coefficient. Donc le courant sera en avance de pi sur 2 par rapport à la tension. Donc la tension sera en retard de pi sur 2 par rapport au courant. Donc on retrouve que phi vaut moins pi sur 2 comme ça. Quand on rend ça dans les formules de P et Q, ben, il suffit de mettre des moins ici. Donc je vais mettre un moins là. Puis je vais mettre un moins là. Alors cosinus de moins pi sur 2, ça fait 0, ça ne change pas. Par contre, Q égale U sinus de moins pi sur 2, sinus de moins pi sur 2, ça ne vaut pas 1, mais ça vaut moins 1. Donc la formule c'est moins U fois I. Et là on s'aperçoit que la puissance réactive dans un condensateur sera toujours négative. Voilà, je vais l'écrire directement, je vais essayer de le passer à côté. On va écrire bien moins U fois I. Voilà, et parce que U et I, ce sont des valeurs efficaces, donc c'est toujours positif une valeur efficace, puisque c'est la moyenne d'un carré, racine de la moyenne d'un carré. Alors ensuite, les relations entre I et I pour le condensateur, mais si je mets ZC, voilà, je mets ZC, ZC, entraîne U complexe égale, donc là c'est 1 sur JC oméga, module 2 du complexe. Ben ça c'est module de 1 sur un module de JC oméga, donc ça fait 1 sur C oméga, ça nous fait en fait U égale, module de 1 c'est 1, et module de JC oméga c'est C oméga, puisque c'est un imaginaire pur, multiplie. Module de I complexe c'est I efficace. Voilà. Ce qui peut se décliner aussi sous l'autre forme, ça fait I égale C oméga fois U. Alors le Q égale, on va changer un petit peu, donc le Q il vaut moins UI, voilà. Ou
eh bien, si je remplace le U par 1 sur C oméga I, ça nous fait moins I au carré sur C oméga. Donc vous voyez, il y a des moins tout le temps avec les condensateurs. Il faut bien que ce soit négatif. Ça, il faudra y penser. Et puis si je fais le remplacement de I ici par C oméga U, eh bien, ou moins C oméga I carré. Voilà. Donc P égale 0 et Q égale les valeurs négatives qui se calculent comme ça. Et bien voilà, on est pleinement armé cette fois pour refaire la question D de cet exercice par une toute autre méthode qui va être la méthode de Boucheron. Voilà. Allez, on va faire ça. Je vais vous laisser. Qu'est-ce que je vais laisser? Allez, on va partir ici. Alors, question D. Par méthode de Boucheron. Alors la méthode de Boucheron, ça démarre, en fait, ça marche toujours de la même manière. Hein, et donc c'est une méthode concurrente de celle des nombres complexes qu'on a vu avant. Et ça consiste à faire ce qu'on appelle un bilan des puissances d'abord. C'est-à-dire qu'on va calculer la puissance totale consommée par le circuit. Et par le terme de Boucheron, on va dire que la puissance totale consommée par le circuit, c'est la somme des puissances consommées par tous les composants qui consomment de la puissance dans le circuit. Et ça sera égal à la puissance fournie par le générateur. Voilà. Donc, je viens d'écrire que ça sera PR1 plus alors, PR2 plus PL1 plus C2. Puissance consommée par R1, par R2, par L1 et par C2. Alors, pour L1 et C2, c'est vite fait. Hein. Ça, on a dit que ça valait 0. Donc, en fait, on va calculer seulement les puissances dans la résistance. Et pour la résistance, on a vu qu'il suffisait de faire, par exemple, RI carré. Donc, on va faire avec RI carré. Voilà. R1, ça fait 30 ohms. Le courant, c'était, on avait calculé dans les premières questions, c'est 3,3 ampères. R2, c'était 15 ohms que multiplie 6,55 ampères. Voilà. Et ensuite, il faut ajouter tout ça. Il faut faire tout ce calcul. Alors, est-ce que j'ai le résultat? Je vais voir. Ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà, moi quand je fais ce calcul, j'ai trouvé 970 watts. Okay. Donc ça c'est le bilan des puissances actives. Après on fait exactement la même chose avec les puissances réactives. J'efface. Avec les puissances réactives, on va écrire Q total. Alors pareil, QR1 plus QR2 plus QL1 plus QC2. Alors les puissances réactives dans les résistances, on a dit tout à l'heure que ça valait tout le temps 0. Donc il n'y a plus qu'à calculer QL1. Alors QL1, on a dit que c'était une formule du genre RI carré, sauf qu'on mettait L oméga à la place de I carré. Et puis pour QC2, eh bien on a encore la formule ici, on va faire celle avec I ici. Donc ça va nous faire moins I2 au carré sur C2 oméga. Voilà. Et maintenant c'est bien, je peux l'effacer celle-là. J'ai dit qu'on va l'utiliser. Alors ensuite on met les valeurs. L1 on a dit que c'était 0,9 Quand on est en 50 Hz, oméga c'est 2 pi fois 50, ça vaut 314. Commencez à vous habituer à ça, je pense. Le courant c'est 3,3 ampères. Moins I2. I2 on a dit que c'était 6,55 ampères au carré, divisé par C2. C2 ça nous fait 100 microfarads. Donc il faut faire 100 10 6. Oméga fois 314. Voilà. Alors, moi j'ai fait le calcul et là j'ai trouvé 682 volts ampères réactifs. Voilà. Une fois qu'on a Q total et P total, eh bien on utilise la formule de Pythagore pour calculer S total. Donc on en déduit S total égale racine de P carré.
plus U carré total. Donc on fait racine de 970 au carré plus 682 au carré. Alors je me suis un peu trompé là pour le condensateur. C'est pas 682, c'est moins 682. La puissance réactive totale elle est négative puisque la puissance réactive du condensateur est plus grande en valeur absolue que celle de l'inductance. Voilà, mais dans la formule de Pythagore, ça n'intervient pas le moins puisque voilà, enfin, je pourrais le mettre, hein, mais quand vous mettez un moins comme ça et que vous élevez au carré, ben, il y a un petit moins après. Voilà, on peut mettre un signe moins lié. Et donc le résultat là, que j'obtiens, moi cette fois, c'est 1186 volts ampères. Voilà, on est presque au bout de la méthode de Bouchereau. Une fois qu'on a la puissance apparente totale consommée par circuit, et bien la puissance apparente totale consommée par circuit, en fait, par définition, ça sera le U fois le I. Alors le U prélevé sur le générateur, ça sera V1. Et le I, ça sera la valeur efficace du courant débité par le générateur, comme ça. Et de ça, eh bien, en retournant la formule, on en déduit que I sera égal à S total sur V1. Ce qui nous donne 1186 divisé par 230 volts. Et quand on fait ça, 1186 sur 230, on retrouve 5,15 ampères. Exactement la valeur qu'on avait trouvée en faisant la loi des nœuds par les courants complexes. Voilà, c'est pour ça que c'est une deuxième méthode. Et par cette méthode de Bouchereau, on peut même remonter au fil de l'installation, au déphasage, pardon, entre ce courant et la tension d'alimentation, parce qu'on a le thermocambre des puissances en fait. Hein, vous voyez, je vais le redessiner. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit? Il n'est pas comme ça d'ailleurs. Il est dessiné comme ça. Qu'est-ce qu'on sait de l'installation? On sait tout ça. Voilà. On sait que ici Q vaut moins 682. On sait que P vaut 970, que je vais laisser en bas. Et puis la puissance apparente totale 1186. Voilà. Et bien l'angle phi, ici, il est là. Voilà. Alors attention, ce déphasage. Si, c'est ça. Alors ce déphasage, ce sera le déphasage de la tension par rapport au courant. Bien sûr, c'est le phi, etc. Donc si on veut avoir phi, eh bien on peut l'avoir comme ça. Par exemple, on peut écrire cos phi égale, c'est P sur S en fait, P total sur S total. C'est tout en total. Et donc c'est égal à cos phi 970 divisé par 1186. Voilà, donc on fait ce calcul, on obtient 0,818. Et si on va voir phi maintenant, eh bien il suffit de faire, alors, plus ou moins arc cosinus de 0,818. Alors est-ce qu'on va faire plus, est-ce qu'on va faire moins? Là, à l'évidence, comme Q total est négatif, hein, phi est négatif en fait. Donc il faut faire moins. Et c'est là qu'on retombe sur les... alors on va trouver moins 35, pardon, moins 35, et le truc. Moins 35,1 degrés. Ok. Alors tout à l'heure, on avait, comment dire, on n'avait pas trouvé moins 35 degrés, on avait trouvé plus 35. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein, on avait trouvé que, or, I complexe, hein, on avait trouvé que c'était bien 5,15 ampères. Voilà. Par contre, le déphasage c'était 35,5, je crois. Bon, le 0,5 ou 0,1, ça c'est les erreurs qui calculent, mais surtout on avait trouvé un signe plus. Voilà. Mais attention, ça, ce déphasage, c'est phi U moins phi I, alors que ça, ce déphasage, c'était le déphasage du courant par rapport à la tension, c'est-à-dire phi I moins phi U. Donc c'est normal que les signes soient opposés. Attention, ça c'est phi I moins phi U, puisque phi U était pris dans l'exercice, U était pris pour origine des phases en fait. Donc phi U valait 0. Okay.
Voilà, voilà. Eh bien, on a fait cet exercice par les deux méthodes. Donc la méthode la loi des deux sur les points complexes et la méthode de Bouchereau. Alors, quelle est la méthode la plus rapide? Ben, franchement, là, moi je dirais que la méthode avec les nombres complexes était un peu plus courte parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a tombé le résultat à peu près en un tableau de calcul. Alors que là, j'ai quand même fait plusieurs tableaux. Donc, dans le cas de cet exercice, c'est vraiment pas efficace. Voilà, c'est des méthodes qui sont concurrentes et encore pas trop, parce que la méthode des nombres complexes, ça résout vraiment tous les problèmes. La méthode de Bouchereau, ça résout seulement certains problèmes. Et en fait, cette méthode de Bouchereau, elle va être surtout très très efficace quand on va faire des calculs, non pas sur un circuit comme ça, mais sur des installations électriques où les consommations des appareils électriques sont données par leur plaque signalétique. Et dans les plaques signalétiques, en général, on donne la puissance que consomme un appareil et on donne son cos-phi, la valeur de son cos-phi, qu'on appelle aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais cos-phi, ça s'appelle aussi le facteur de puissance. Il faut savoir un peu que ça s'appelle comme ça. Et ce qu'on va faire maintenant pour enchaîner, eh bien, on va faire l'exercice 17, qui va être l'exercice de Bouchereau, enfin, l'exercice d'application de la méthode de Bouchereau sur une installation électrique domestique, par exemple, d'une maison, dans laquelle il y a quelques appareils qui sont branchés. Et on va voir que c'est ce qui est de loin le plus... Enfin, c'est efficace. Les nombres complexes, ça peut se faire, mais bon, faire des calculs en complexe, finalement, ça finit par être compliqué. Voilà, voilà. Voilà. Et puis on verra surtout que Bouchereau, donc ça va être très très performant pour faire une opération dont je vous parlerai dans cet exercice qui va être le redressement du facteur de puissance, ou redressement du cos-phi. Voilà. Allez, ce que je vais faire, je vais vous laisser lire l'énoncé et puis essayer de chercher 5 minutes cet exercice et puis on fait la correction. Voilà. Allez, à tout de suite.